plutôt table ronde sur la massification et le financement de la rénovation énergétique. Donc je vais inviter à me rejoindre Fabien Lasserre de Veolia, Emmanuel Gouat de l'ADEME, Vincent Legrand de l'Institut Négawatt et Gilles Vauquelin de la Banque des Territoires, pour qu'on puisse tous les 5 parler de ce sujet de la massification et de la rénovation énergétique. Donc il n'y a pas forcément d'ordre, hein, je vous laisse vous mettre comme vous le souhaitez. Merci. Donc bonjour messieurs, en termes de parité on n'est pas tout à fait bon mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir avancer sur le sujet. Donc pour enchaîner en fait avec tout ce qu'on a entendu ce matin, il y a pas mal de choses qui vont faire des liens, puisque quand on a préparé cette table ronde, c'est vrai qu'on a parlé pas mal d'énergie Sprong, on a parlé pas mal de la partie massification, etc. Peut-être pour commencer et reprendre un petit peu de hauteur sur tout ça, est-ce que Gilles, vous pouvez nous donner le point de vue sur ces différents enjeux au niveau de la Banque des Territoires? Oui, bon, alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Peut-être pour introduire le sujet, effectivement, donc, la Banque des Territoires fait partie du groupe Caisse des dépôts, hein, qui a été cité à l'instant pour financer l'opération de S-Métropole Habitat. Et on a pour vocation de financer notamment la rénovation du logement social, la construction aussi du logement social, et aussi la rénovation des bâtiments publics. Hein, voilà. Alors après, sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui, je pense que il faut effectivement mettre en perspective l'enjeu de la rénovation. Si on fait référence aux rapports qui sortent en ce moment sur le mix énergétique à venir en France, hein, le grand débat qu'on entend sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables à part respective, en fait, il y a un sous-jacent qui n'est jamais trop sur le devant de la scène, mais qui est extrêmement important et même vital, c'est la rénovation en fait, énergétique. En clair, d'ici 2050, il faut qu'on baisse notre consommation finale d'au moins 40% au niveau global. Et ça, c'est une condition extrêmement forte et qui passe par un effort de rénovation absolument massif et rapide. Et donc c'est ça, en grosso modo, je pense qu'il faut quand même qu'on dise en introduction, c'est que ce sujet de la rénovation, d'efficacité énergétique, en fait, est absolument déterminant. Merci. Donc justement, quand on parle de massification, je pense qu'on peut peut-être laisser la parole donc côté Veolia, côté bailleur social, à Fabien Lasserre, pour nous expliquer, vous, comment en tant que bailleur social, vous êtes. Alors on a déjà entendu parler précédemment de ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler et surtout nous expliquer en termes d'innovation ce que vous avez pu mettre en place chez Veolia? Oui, alors... C'est bon, ça fonctionne. Oui, bonjour à tout le monde. Chez Veolia, la question avant de parler de la massification, en tout cas c'est tel qu'on se l'est posé chez Veolia, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut massifier exactement. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans le logement social plutôt suiveur de la réglementation, en tout cas suiveur des labels qui existaient, parce qu'on s'est dit bon, c'est la voie qui va être tracée, etc. Et puis on ne se rendait pas compte un peu des changements majeurs qu'on allait subir assez rapidement. On ne les voyait pas tout de suite arriver dans quelques décennies en tout cas. Et puis à partir de 2015, on s'est un peu posé la question et on a regardé parmi nos confrères européens, parce qu'on fait pas mal de projets de recherche européens, comment ça se passait dans les pays européens. Et c'est là où les Hollandais, en discutant avec eux, ils nous ont dit non, on doit sortir complètement du gaz très très rapidement. On doit trouver des nouveaux modèles de financement. On sait qu'on ne va pas avoir assez d'emplois pour rénover tout ce qu'on doit rénover aux Pays-Bas. On s'est dit, en fait, ils vont être confrontés au même problème que nous. Et comment vous avez trouvé? Quelle solution vous avez trouvé? On est en train de tester une solution depuis après 2008-2010. C'est celle qui a été présentée précédemment, Energy Sprong. Personnellement, au début, même si je suis responsable de l'innovation chez Veolia, j'étais quand même assez sceptique. Je me suis dit, j'ai voulu aller voir les chantiers, comment ça se passait, parce que je trouvais ça trop beau quand même. Un bâtiment énergie zéro rénové en 3 semaines, garanti pendant 30 ans, c'est un peu le Graal. Et ça fonctionne. Donc on s'est dit, ok, on connaît notre produit, on sait que c'est ce que l'on souhaite avoir pour 2050. Les bâtiments pour 2050, ça se fait maintenant. On sait que c'est un produit de rupture. C'est une échelle énorme à franchir de la part des industriels, des fournisseurs, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises. Mais il faut qu'on puisse la franchir. Donc à partir de là, on s'est dit, en tant que bailleur social, on va dire à nos fournisseurs quels produits on souhaite avoir, quels produits on souhaite acheter.
Et donc c'est là on a commencé les projets pilotes qui remplissent tout à fait leur fonction. On a des très très bons résultats. Et après quelques projets pilotes, on s'est posé la question maintenant qu'on avait le produit à massifier, comment on va commencer à massifier. Et en fait, on s'est dit, OK, on ne va pas se voiler la face. Bon, on peut avoir des stratégies d'achat, de massification pour faire baisser les coûts, etc. Mais ce produit qui est tellement en rupture par rapport à ce qu'on a demandé depuis des décennies et des décennies aux entreprises, ben, il faut qu'il émerge. Et en discutant avec Bruxelles, en fait, avec différents experts qui ont travaillé sur l'intégration de nouveaux produits, le développement de nouveaux produits innovants et de rupture, ils nous ont dit clairement, et les Hollandais nous disent la même chose, avant 4 à 5 000 unités, on va dire, par région française, parce que c'est éminemment régional, bah, vous êtes vraiment dans le début de définition du produit et début de mise en place de la concurrence. Donc, pour commencer à faire ça et pour dire aux entreprises, ben, ayez confiance et c'est vraiment le produit que l'on souhaite avoir, il faut qu'on fasse des commandes. Un bailleur tout seul ne peut pas y arriver. On a discuté avec les représentants de l'Union sociale pour l'habitat dans les Hauts-de-France, donc l'URH, et d'autres bailleurs. Et on s'est dit, fin 2020, eh bien, on va créer un groupement de commandes donc, qui s'appelle GIREO, groupement interbailleur pour la rénovation à zéro énergie, enfin énergie zéro, pardon, pour créer, pour demander en fait, pour acheter ces 1000 logements Energy Sprong à 7 bailleurs ensemble à des entreprises de la région des Hauts-de-France. Voilà un peu la démarche et on en est actuellement sur la massification. Et donc on est content d'avoir des témoignages de produits. Maintenant on va voir comment on développe les stratégies achats pour pouvoir massifier. Merci. Donc là, on a eu le point de vue du bailleur social. Je pense que maintenant, ça serait intéressant de rester dans la partie logement, mais parler plutôt de la partie maison individuelle. Donc Vincent, je te laisse nous parler notamment de Dorémy. Alors, bonjour à tous. En quelques minutes, ça va être assez court. Je parlerai surtout avec la casquette Dorémy, donc, qui est filiale de l'Institut Négawatt, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pour vous dire qu'on a identifié il y a quelques années maintenant un parc bâti, non seulement les maisons individuelles, donc 17 millions d'unités en France en résidence principale, hein, mais plus particulièrement les maisons d'avant 75. 8 millions de maisons qui représentent le quart du parc de logement français. Dedans, vous avez des ménages précaires, beaucoup, des ménages aussi aisés, et surtout, vous avez un niveau de consommation qui est extrêmement important, un niveau de fuite de chaleur extrêmement important. On s'est rendu compte en travaillant avec les artisans pour rénover à un niveau performant, donc niveau BBC ou équivalent, qu'on arrivait à faire émerger un nouveau modèle économique et financier de la rénovation. Et c'est là-dessus que j'aurais insisté dans cette logique de massification. Ce qu'on a identifié il y a quelques années maintenant, c'est qu'on était en capacité, en divisant par 4 à 8 les factures de chauffage, j'insiste là-dessus, on divise par 4 à 8 les factures de chauffage, on n'est pas à 10% de baisse des consos, hein. On effondre la facture de chauffage, on passe de 2500 € à 300, 400, 500 € par an de chauffage dans ces maisons-là. Et on va chercher des mécanismes financiers, subventions, prêts, éco-prêts à taux zéro, etc., pour que le ménage, finalement, ne paye après travaux, paye moins après travaux que ce qu'il payait avant travaux en facture de chauffage. Dit autrement, que le prêt contracté soit au niveau des économies d'énergie réalisées. Si vous avez quelque chose comme 200 € par mois de facture de chauffage avant travaux, après travaux, vous aurez 30 € de facture de chauffage, plus 160 € de mensualité de prêt. Donc vous gagnez 10 € de pouvoir d'achat avec une maison qui est top rénovée, qui est confortable, qui est avec une qualité d'air intérieur qui est top, qui est revalorisée patrimonialement et qui ne coûte pas plus cher, qui coûte plutôt moins cher aux ménages après travaux. Donc pour nous, c'est ce modèle-là qu'on appelle l'équilibre en trésorerie qui nous fait dire, côté Institut Négawatt, côté Dorémy, qu'on a une capacité de massifier des rénovations à 50, 60, 70 000 €, parce que je n'ai pas dit le montant des investissements, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler aux ménages finalement prioritairement. Prioritairement, ce dont on parle aux ménages, c'est l'équilibre en trésorerie. On a identifié, et je finirai là-dessus, on a identifié qu'on avait la capacité, sans dépenser plus d'argent public,
on avait la capacité de massifier ces rénovations-là. Et donc on sort après-demain un rapport qui s'appelle « Vers une offre universelle de financement pour la rénovation performante ». Alors pourquoi une offre universelle de financement? Parce que ça fait ouf. Donc ça fait un ouf par rapport à la complexité des mécanismes financiers. On aime bien globalement les petits jeux de mots de ce type, mais au-delà de ce jeu de mots, de ce clin d'œil, on a besoin de réorienter les mécanismes financiers actuels qui sont saupoudrés aujourd'hui et de les réorienter vers de la réno performante. C'est ce que ce rapport rédigé par Deloitte et Énergie Demain nous confirme. Voilà, donc je vous invite à cette présentation-là qui sera vendredi matin. Petite avant-première du coup. Et ben pour on va dire, terminer la première boucle, donc on a eu le bailleur social, on a eu la maison individuelle. Maintenant, ce qui serait, je pense, intéressant, côté ADEME, vous travaillez plutôt sur la partie tertiaire, donc de nous faire un petit point sur cette partie tertiaire, massification du parc tertiaire. Merci. Oui, donc l'ADEME, Agence de la transition écologique, on adresse presque tous les sujets de la transition écologique, et sur le bâtiment, notre priorité à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de travailler sur les bâtiments tertiaires, principalement sur les bâtiments tertiaires publics aujourd'hui, effectivement, avec nos deux jambes habituelles de système d'aide, les aides à la décision et puis les aides à l'animation. Le troisième, c'est l'aide à l'investissement, mais il n'y en a quasiment pas sur le bâtiment. C'est plutôt sur les énergies renouvelables thermiques qu'on en a beaucoup. Sur les aides à la décision, on s'adresse plutôt au patrimoine public des grandes collectivités, où là on va financer de l'ingénierie sur des schémas directeurs immobiliers énergie, pour vraiment intégrer une vision d'amélioration de la performance énergétique de l'ensemble du patrimoine sur une vision un peu long terme qui vient s'intégrer dans l'ensemble des travaux qu'il va y avoir à faire sur ce patrimoine, et également sur des opérations plus bâtiment par bâtiment avec des contrats de performance énergétique, mais des contrats de performance un peu plus. On ne va pas chercher 10 ou 15%, on ne va pas chercher juste le facile, le pain blanc, on va vraiment taper dans le dur. Donc on est sur des CPE avec des investissements assez lourds pour avoir des taux de réduction forts des consommations. Et puis sur la partie aide à l'animation, donc là on s'adresse plutôt aux plus petites collectivités, plutôt aux communes, et on a dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Bapora, 9 territoires un peu pilotes sur la région, où on a des accompagnateurs techniques, on a vraiment un accompagnement de proximité pour que ces collectivités aient un interlocuteur vers qui s'adresser quand ils ont un projet sur un bâtiment, quand ils ont un besoin de travaux qui tombe, ils se disent tiens, est-ce que c'est pas l'occasion de faire quelque chose? Et c'est un peu le fil conducteur de cette aide aux plus petits gestionnaires de patrimoine, c'est un peu de ne pas rater une opportunité. De ne pas rater une opportunité, et je pourrais y revenir là-dessus parce qu'il y a d'autres façons de ne pas rater les opportunités. Effectivement. Donc on voit que pour ne pas rater les opportunités, là on a les différents acteurs. Fabien, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez souvent répété le mot de responsabilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Vous me disiez c'est une responsabilité qu'on a nous bailleurs, c'est une responsabilisation des entreprises, etc. Comment on relie la massification énergétique à cette part de responsabilisation? Je pense que, je parle souvent de responsabilisation parce que on est tous responsables de ce qui va se produire dans les prochaines décennies, et on possède tous la solution. Et la chance qu'on a d'une façon extraordinaire dans le domaine du bâtiment, c'est qu'on a des solutions qui fonctionnent, qui ont été développées, on va dire, depuis le premier choc pétrolier, depuis les années 70. Le tout, c'est de pousser le niveau très très haut par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On peut être très satisfait de tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, mais en fait, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas suffisant. Donc déjà, c'est la première responsabilité que je pense que maintenant tout le monde en a conscience, et qu'on doit aller quand même assez vite sur des temps immobiliers qui sont quand même assez longs. On n'a que quelques décennies. Donc c'est une responsabilité de la part des bailleurs de créer, et des bailleurs sociaux, Vilogia a pour culture d'essayer de mettre le pied à l'étrier aux entreprises pour préparer les marchés de demain. C'est un peu la responsabilité aussi, au-delà du fait bien sûr de loger des personnes dans la précarité et d'avoir cet usage, cette fonction sociale. Il y a aussi la fonction de créer des commandes pour préparer les entreprises au futur. C'est ce qu'on essaye de faire dans les Hauts-de-France en créant donc ce groupement interbailleur Giréo. Donc là, c'est notre responsabilité de définir ce que l'on veut et de créer des commandes dans ce sens.
pour rassurer les entreprises, pour que les entreprises puissent aller voir leurs responsables financiers, leurs actionnaires, et dire moi je peux investir là-dedans parce que c'est ce que mon client demande. Et de ne pas changer toujours la commande et de dire on veut ça en 2050, on y va, et le but du jeu c'est de faire baisser les prix. Donc ça c'est la première responsabilité forte au niveau des bailleurs sociaux. La deuxième responsabilité c'est celle des entreprises et des concepteurs et des industriels. Parce que nous on peut leur dire ce que l'on souhaite avoir, mais eux ils doivent le fabriquer, le concevoir et comprendre que à un moment, et je ne parle même pas de l'épuisement des ressources qui va arriver après, etc. et tout ça, on est qu'au début, donc là on parle énergie, il faut vraiment mettre une énorme dose de créativité, d'ingénierie et de pouvoir changer sa façon de concevoir des bâtiments en réhabilitation surtout et en neuf aussi. Et ça, c'est leur responsabilité. Leur responsabilité de se transformer. Après, c'est quelque chose de génial parce que je pense qu'ils ont rarement connu ça dans leur expérience pour l'instant. Moi, je discutais avec des personnes de Bouygues qui me disaient on est dans c'est le début on n'a jamais vu ça comme chamboulement. Donc c'est très excitant en fait pour des concepteurs dans le domaine du bâtiment. Donc il ne faut pas que ça effraie et les solutions ça commence à exister. Mais c'est leur responsabilité aussi de créer ça et après de le maîtriser pour faire baisser les coûts. Parce qu'à un moment on peut avoir créé un produit extraordinaire, mais derrière si on n'a pas les moyens de le financer, on ne va pas y arriver. Alors, on va trouver des solutions très, très intéressantes comme ces solutions de financement universel. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça d'ailleurs au niveau du logement social pour faire quelque chose de similaire, comme ce qui se passe aux Pays-Bas. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi faire baisser les coûts parce que des particuliers, même avec tous les modes de financement différents, ne pourront pas payer 100 000 € pour rénover une maison avec une compatibilité de 2050. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie responsabilité de la part des maîtres d'ouvrage et une vraie responsabilité aussi de la part des fournisseurs de solutions. Justement, tout à l'heure, on commençait aussi un petit peu d'en parler, vous avez commencé de lancer. Comment on s'organise régionalement sur le territoire pour ne pas manquer d'opportunités sur la rénovation? J'ai évoqué le programme européen, on a 9 territoires tests. Heureusement, on n'a pas que ces territoires-là. Sur l'ensemble de la région aujourd'hui émaillée avec des référents techniques auxquels les communes peuvent s'adresser. Et donc sur le site internet tertiaire, alors il faut que je le redonne dans le bon ordre, mais c'est renotertiaire-aura.fr qui a été monté. Donc on a vraiment une plateforme, on a un centre de ressources qui a été monté avec les collègues de la région, de Rhône-Alpes Énergie Environnement et de la Banque des Territoires. Donc chaque commune peut trouver facilement son référent en fonction de son secteur. Il y a des guides méthodos, il y a des outils, il y a des fiches exemples, etc. Donc, tout ce qu'on trouve classiquement sur un centre de ressources. Et puis on a 2 autres leviers sur ne pas rater les opportunités. C'est toutes les aides à l'investissement qu'on a aujourd'hui envers les communes, qui passent par l'État avec la DSIL ou par les conseils généraux. Et on travaille avec les collègues de la DDT pour que de plus en plus dans ces aides de la DSIL, il y ait un peu le minimum syndical de la maîtrise de l'énergie, qui est un peu des éco-conditionnalités. Et pareil, c'est un message qu'on passe aussi aux élus des départements qui continuent à avoir beaucoup d'aides publiques sur les communes. C'est un message qui a encore du mal à passer auprès de certains interlocuteurs parce que l'éco-conditionnalité, c'est un peu vu comme de l'écologie punitive. Alors que, en fait, je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici dans ces cercles que la punition, ça va être la facture d'énergie qu'on n'aura pas maîtrisée, et puis ça va être d'être obligé par la contrainte de respecter le décret tertiaire, alors que si on anticipe, on peut faire les choses comme il faut, avec des bons niveaux de performance tout de suite. Et des trésoreries positives, mais ça, dans les collectivités, la notion on est bon en trésorerie, c'est pas tout à fait comme ça qu'on compte dans la comptabilité publique, malheureusement. Donc, faut trouver d'autres mécanismes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont générés par les aides. Et donc, si on met pas des éco-conditionnalités dans ces aides, c'est clair qu'on rate vraiment des opportunités. Justement, là, on parle aussi de responsabilisation plutôt des élus. Au niveau de la Banque des Territoires, justement, est-ce que vous pouvez nous faire aussi peut-être un petit focus plutôt sur la partie bâtiment public ? Ou même plus globalement, y compris sur le logement social, en fait, puisqu'on finance les deux. Mais je voudrais quand même réagir sur les propos qui ont été dits. Là, tous les exemples qu'on a eus à l'instant sont vraiment des exemples qui permettent de faire de la massification, de la rénovation et de la massification ambitieuse. Parce que c'est quand même ça qu'il faut bien souligner, c'est qu'on parlait de responsabilité et de mobilisation générale autour de cette responsabilité, mais ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse maintenant, et très vite, parce qu'on a très peu de temps d'ici 2050
Tout à l'heure, je disais, en fait, si on n'a pas l'efficacité énergétique, ça veut dire simplement que le système de production d'électricité en France, qui sert à décarboner l'énergie, il ne tiendra pas. On ne pourra pas avoir suffisamment de centrales nucléaires, on n'aura pas suffisamment d'énergie renouvelable sur le territoire pour le faire. Donc vraiment, c'est une condition indispensable. Et il faut la faire très vite parce que d'ici 2030, en fait, on a des objectifs qui montent en permanence. On a des points de passage. L'Union européenne est en train de rehausser l'objectif de réduction de gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030 de moins 40% à moins 55%. C'est ce qui se prépare en ce moment. Donc ça veut dire que là, en fait, la mobilisation, c'est maintenant et massivement. Et c'est faire de la massification ambitieuse tout de suite et massivement. C'est vraiment très important de souligner ce point. Alors nous, on y contribue effectivement à la Banque des Territoires. Bon, on a travaillé effectivement, moi j'ai travaillé sur le rapport Sichel, qui a conduit finalement après à faire les propositions qu'on a vues sur la loi climat qui est parue pendant l'été et qui rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Vincent en fait, sur le fait qu'il faut agir sur les subventions. C'est MaPrimeRénov' par exemple, qui est quand même la subvention principale, et aussi trouver des solutions de financement complémentaires. Et nous, ce qu'on a vraiment proposé, poussé, c'est l'idée qu'il fallait qu'on ait de l'accompagnement des propriétaires pour aller vers cette rénovation ambitieuse. Sinon, aujourd'hui, 85% des rénovations qui se font, c'est des changements d'équipement. Et en fait, les statistiques de l'ADEME, qui datent des années 2010, c'est dire en gros 0,2% des rénovations des logements étaient des rénovations niveau BBC, dans les années 2010-2020. Donc vous voyez un peu l'ampleur du chemin qu'il y a à construire. Donc moi je pense que c'est vraiment important que tout le monde prenne bien conscience de ça, que chacun prenne ses responsabilités comme on le disait à l'instant. Nous on les prend, et notamment par exemple sur Energy Sprong, on accompagne les initiatives comme la vôtre, notamment en Pays de Loire-Bretagne, où il y a là aussi un groupement qui a été établi avec 2000 logements, 14 bailleurs sociaux. Et en fait notre proposition c'est d'élargir l'assiette en fait, du prêt, l'éco-prêt que nous proposons, qui a un taux très, très, très intéressant et long terme, pour rénover, pour élargir le champ justement de ce qui peut être financé avec ce prêt. Donc voilà une illustration par exemple concrète de ce que nous faisons en matière d'accompagnement sur Energy Sprong. Et sur les bâtiments publics, on a fait un gros effort, notamment de rénovation de notre offre sur les prêts, notamment sur des prêts à court terme et à long terme pour faire des rénovations légères ou des rénovations lourdes. Et surtout, on a fait un gros effort d'ingénierie auprès des collectivités locales. C'est d'ailleurs, on l'a fait en commun avec l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que là aussi, les collectivités locales n'étaient pas du tout dans le tempo en termes de rénovation et qu'il fallait effectivement qu'on ait un travail de sensibilisation et de préparation des investissements. Donc là, dans le cadre du plan de relance, on a fait une offre beaucoup plus globale d'accompagnement financier sur les études et sur la sensibilisation des collectivités locales pour se lancer dans des études de travaux et ensuite des financements de travaux. Parfait, merci. Et peut-être pour boucler la boucle et avoir le mot de conclusion, Vincent, je te laisse la parole parce que je sais que c'est des sujets que tu... Alors, juste en quelques mots, je reviendrai sur sur les chiffres. Aujourd'hui, on est à 3000 maisons individuelles rénovées performants par an. On est à 30 000 logements rénovés performants par an. Et l'enjeu en rythme de croisière en France, c'est entre 800 000 et 1 million de rénovations par an sur 20-25 ans. Donc voilà, pour insister sur ce qu'a dit tout à l'heure, on a encore un gros effort à la fois en nombre et en performance à mettre en place. Je voudrais insister sur un point, c'est que sur la maison individuelle, mais je pense que ce n'est pas complètement déconnecté des autres enjeux non plus, sur la maison individuelle, le financement est un poste clé, mais uniquement dans un écosystème dans lequel on prend aussi en compte l'accompagnement et l'offre locale de travaux. Et donc, c'est un enjeu. Côté de Rémi, on travaille sur ces 3 postes-là, ces trois actions-là. Il faut que le ménage soit accompagné correctement d'un point de vue social, humain, d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Et il faut qu'on travaille également à l'accompagnement des professionnels. Et je voulais juste insister sur le fait que la massification pourra avoir lieu pas seulement avec de l'argent, et je pense que c'est un gros enjeu pour nous, mais ce n'est pas forcément peut-être le plus dur. Il faut aussi qu'on ait des bras et des cerveaux pour rénover, et ça c'est un gros enjeu de la profession. On manque cruellement de personnes dès aujourd'hui, alors qu'on a une montée en puissance à faire sur la capacité d'offres locales, de proposer des offres locales de réno performantes, qui est vraiment un enjeu clé. Voilà. Oui, juste pour petit rappel, ce matin, Marjolaine Meunier-Millefert nous rappelait qu'en fait, il y a 800 000 naissances par an. Elle disait, en gros, il faudrait que les 800 000 viennent tous dans le bâtiment. Bon, voilà. Projet ambitieux.
En tout cas, merci. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, c'est très juste. On se rend compte que le goulot d'étranglement ne va pas être forcément la finance, mais plutôt les emplois. Et c'est pour ça que ce qu'on essaye de faire, alors Jireo est juste le début, hein, et on a discuté déjà avec la Banque des Territoires qui nous accompagne. Et un grand merci parce que vous nous accompagnez vraiment et vous avez débloqué des choses qui sont très très intéressantes par rapport à ça. C'est vraiment de se dire... il faut développer un écosystème régional global. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des entreprises qui fournissent ces solutions. On va leur faire passer des commandes, ok, mais il faut derrière qu'on travaille aussi avec la région pour proposer des offres de formation sur ces nouveaux objets de rénovation qu'on sait rénover, mais qui sont quelques-uns juste en France ou quelques centaines, et aussi recruter des personnes et travailler aussi sur les nouveaux modes de financement des entreprises aussi et des nouveaux modèles. Et c'est quelque chose vraiment de global, de travailler sur le retour d'expérience, parce que quelque chose qui est vraiment très très bien avec cette démarche Energy Sprong, c'est que c'est un même standard qui commence à se développer au niveau de l'ensemble des pays européens, parce que tout le monde est confronté au même problème quelque part. Donc c'est quelque chose de très intéressant et d'accompagner aussi l'emploi et la création d'emplois et la formation, parce que ça va être vraiment le goulot d'étranglement sur les prochaines années. Si je peux me permettre aussi de travailler collectivement entre professionnels du bâtiment. C'est vraiment une révolution là aussi de ce point de vue-là, hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est plus des interventions segmentées qu'il faut faire, ce sont des interventions collectives. Et ça, c'est vraiment un grand changement dans les modes de travaux. Et il y a des acteurs en région, sur le terrain, qui s'en occupent. Voilà, notamment le cluster éco-bâtiment. Bon, c'était la petite phase de pub. Sinon, pour passer, donc encore 1000 merci à tous les quatre. Je vous demande juste de rester là, puisque donc on a une petite phase de questions-réponses. Donc si quelqu'un a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, on vous amènera un micro. Profitez-en tant qu'on a les 4 spécialistes ici. Non, tout le monde a envie d'aller boire un café, je crois. Bon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous restez un petit peu dans le coin. Ah si, il y en a une. Alors, compte chaud. Je vais juste vous demander, au moment où vous posez votre question, s'il vous plaît, juste de vous présenter. Pour qu'on puisse savoir qui vous êtes et puis voir après quel est l'interlocuteur qui sera le plus susceptible de vous répondre. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Théo Desmarais, je suis responsable de la conception produit chez Loït, une entreprise qui permet de piloter la rénovation énergétique et les stratégies dans le tertiaire. J'avais une question par rapport au subventionnement. Le plan de France Relance a apporté de très nombreuses subventions, de très nombreux abondements aussi au niveau par exemple de la DSIL, et je me demandais si ces abondements seraient encore pérennes après France Relance, donc après 2022, si on aura encore toujours des subventions aussi conséquentes pour pouvoir continuer. Ouais, tu peux peut-être répondre aussi, mais moi ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que, bon, vous avez vu, il y a eu des annonces sur le prolongement de MaPrimeRénov', hein. Donc ça, sur la partie logement, je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude. Je pense que l'évolution sur MaPrimeRénov', ça va être dans les 3 ans qui viennent, de passer effectivement à un financement qui est aujourd'hui encore mixte entre des changements d'équipement et des isolations plus lourdes, vers un système où on n'aura plus que des financements sur des rénovations globales, à mon avis. Donc je pense que c'est à peu près la tendance à laquelle il faut se préparer dans les 2-3 ans qui viennent. Sur la partie collectivité locale, par contre, on n'a pas aujourd'hui de message, à ma connaissance, sur le fait que la DSIL serait prolongée. Moi, si je vous donne mon avis personnel, je pense que c'est indispensable. Après moi aussi, mais c'était pour savoir. Pas mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ? Bon, bah, c'est tout bon, on va se dire alors. Bah, encore merci. Et donc, donc maintenant, c'est l'instant pause. Et donc, je vous propose de nous retrouver à 12h20.